Eh bien, alors, bonjour et bienvenue à tous. Et merci d'abord à Olivier Appert et à Richard Laverne d'avoir coordonné ce numéro, au nom des Annales des Mines, et à tous ceux qui ont participé, dont plusieurs sont autour de la table. Merci à Gérard Rouquayrol d'abord, qui est président du pôle numérique de l'Académie des technologies, à Valérie Rezet-Humel, qui est chef de la représentation de la Commission européenne en France, à Aurélie Picard, qui est déléguée générale du comité stratégique et filière des nouveaux systèmes énergétiques, et puis à Michel Schmitt, qui préside la section innovation et compétitivité du Conseil général de l'économie, à laquelle j'ai le plaisir d'assister de temps en temps, vous éclairer sur ce sujet. Je vais laisser Olivier Appert présenter le numéro des Annales qui donne lieu à cette table ronde. Quelques mots auparavant tout de même. D'abord, disons juste que les synergies entre transition numérique et énergétique sont importantes à plusieurs égards, et j'en prendrai trois. S'agissant de l'offre numérique d'abord, elle produit, selon les auteurs, entre 2 et 3,5% des émissions de gaz à effet de serre, 2 fois plus que l'aviation, donc dans le maximum. Et puis elle pourrait encore doubler d'ici 2030 si on y prenait garde. L'enjeu d'une certaine sobriété numérique est donc important, et c'est ce dont nous allons parler, et puis montrer où agir par priorité, car selon les pays et selon ce dont on parle, les sujets sont différents, les modes d'action. Un second aspect, c'est que le numérique peut aussi contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, les 96 ou 96,5% qui restent, c'est donc bien sûr l'enjeu le plus important. Et puis un troisième fait l'objet de débats. Pour certains, le seul fait que le numérique permette de la croissance serait en soi un péché originel, ce qui ne justifierait pas de s'en servir pour réduire les émissions d'autres activités humaines. Une vision qui nous a semblé un peu courte, ce qui illustre d'ailleurs ce numéro, en évoquant aussi les enjeux de. Elle comprennent 4 séries: réalité industrielle qui parle d'économie et d'industrie, gérer et comprendre qui parle de management, responsabilité et environnement, c'est le numéro d'avril dont nous parlons aujourd'hui, et enjeux numériques qui parle également de numérique comme son nom l'indique. Tous ces numéros sont accessibles sur le site annales.org et de manière gratuite, ce qui leur permet de jouer leur rôle pour éclairer les enjeux structurels, économiques et industriels, écologiques, sociétaux, numériques et de management, et des tables rondes qui accompagnent souvent leur sortie, comme c'est le cas ce soir. L'actualité récente rappelle les enjeux. Manifestations physiques, inondations, sécheresse, guerre de l'eau et migration, incendies, comme encore récemment dans les Pyrénées-Orientales, ou tempêtes. Rapports scientifiques, le GIEC et les rapports sur la biodiversité, actions privées et publiques, enfin, via des investissements énormes et de la régulation, dont les COP et les déclarations du G7 et les programmations européennes et nationales. Les chantiers pour éclairer l'avenir sont donc nombreux et je vous passe la parole. Donc, Richard Laverne, un des deux coordinateurs de ce numéro avec Olivier Appert. Le thème de la double transition énergétique et numérique, comme l'a dit Grégoire, est l'objet de multiples débats et de publications, y compris de Annales des Mines, parce que certains aspects de l'impact du numérique, en fait, font encore l'objet de recherche. Et donc, pour dire combien il y a des publications qui se succèdent, pour ma part, c'est la troisième fois que je participe en tant que coordinateur d'un numéro des Annales des Mines qui est consacré à la double transition. Donc, et curieusement, avec 6 ans d'intervalle à chaque fois. En 2011, c'était avec Hélène Sarveil sur le thème « Une croissance verte », avec un point d'interrogation, et qui adressait un peu en pionnier l'impact du numérique sur l'écologie. En 2017, toujours avec les Annales des Mines et toujours avec Hélène Sarveil, nous avons été plus précis sur la problématique qui est de la transition écologique et de transition numérique, c'est le titre du numéro. Et puis cette année, donc avec Olivier Appert, 2023, sur le thème plus précis, avec de nouvelles préoccupations des transitions énergétiques et numériques. Alors, donc, notre animateur Olivier Appert présentera les intervenants de la table ronde qui
ont été donc contributeurs également à ce numéro, donc je ne le dis pas. Et donc simplement sur la structure du numéro, donc il y a une préface qui a été rédigée par Gérard Pérol, une introduction par Olivier Appert et moi-même, et puis 3 parties qui ont été donc, distinguées. La première partie a été intitulée Vers des besoins croissants en électricité et en numérique. Et on a observé que la mesure de l'impact du numérique sur l'environnement, que ce soit en empreinte carbone, en consommation d'énergie ou en consommation de matériaux critiques, est encore un sujet qui soulève des passions. Tous les experts ne sont pas d'accord. Mais si, il y a une chose sur tout le monde est d'accord, et je cite le docteur Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE, qui a écrit un article, bien qu'il ne soit pas parmi nous cet après-midi, et qui est qu'il est indispensable de disposer de données fiables, actualisées et innovantes, donc, comme il dit, pour suivre et piloter cette double transition. Alors, dans cette première partie, 2 de nos intervenants ont contribué chacun par un article. Donc, Valérie Brézé-Humé, qui a décrit les actions clés que l'Union européenne met en œuvre pour assurer la réussite des 2 transitions et, comme elle dit, dans le respect des valeurs démocratiques et de justice sociale. Michel Schmitt montre comment le baromètre du numérique permet de comprendre les évolutions de la consommation d'électricité liées aux usages numériques. Et puis ensuite, nous avons 2 parties qui sont respectivement consacrées à la décarbonation de l'économie et au numérique comme vecteur de la décarbonation des secteurs d'activité économique, donc qui s'intéressent plus particulièrement aux applications de la double transition. Et en particulier, donc Aurélie Picard, qui est intervenant parmi nous, il développe comment la reconquête industrielle du numérique par l'Europe peut contribuer à sa neutralité carbone. Donc, je laisse maintenant Olivier Appert ouvrir et animer la discussion. Merci, merci Richard. Le bilan énergétique et climatique du numérique fait de plus en plus l'objet de débat et comme ça arrive toujours lorsque l'opinion publique se saisit d'un sujet à forte dimension technique, les prises de position radicales prennent parfois, trop souvent, le pas sur une approche mesurée des scientifiques et des ingénieurs. Donc, l'objet de ce numéro des Magazines est d'essayer de porter un éclairage neutre, objectif et complet de cette problématique. Cette problématique qui fait l'objet quand même de positions quand même très tranchées. Et je rappelle qu'en 1999, le magazine Forbes, qui est un magazine sérieux, annonçait que le numérique deviendrait un gouffre numérique et énergétique et irait jusqu'à absorber 50% de la consommation d'électricité aux États-Unis. Et ceci a été très rapidement démenti par les faits. Un autre exemple contre-intuitif, c'est que le trafic Internet a été multiplié par 1000 entre 2000 et 2009, mais selon l'Agence internationale, le coût énergétique des technologies du numérique, de l'information et de la communication est stable pendant cette période. C'est pas terminé, mais le numérique consomme l'énergie, le numérique contribue à la transition énergétique, et donc ces 2 dimensions, on a souhaité aborder ces 2 dimensions. Dans ce numéro de cette académie, il y a 7 articles qui abordent les différents aspects du sujet. On a été amené à choisir 3 orientations, avec un choix difficile. Mais immédiatement, je vais passer la parole à Gérard Pérol, qui a donc signé la préface de ce numéro. Donc, je rappelle que Gérard Pérol a été professeur d'informatique à l'Université Pierre et Marie Curie et aussi à l'École normale supérieure.
il a rejoint Bull pour devenir directeur de la recherche, et à ce titre, il est à l'origine du repositionnement de Bull sur le supercalculateur. Il a présidé l'association Teratech pour le développement du calcul à haute performance, et il a dirigé de nombreuses initiatives nationales et européennes de recherche partenariale publique et privée. Il a été membre associé du Conseil général de l'économie et puis président de l'Académie des technologies, dont il assure aujourd'hui la présidence du pôle numérique. Gérard, tu as la parole. Merci Olivier. Je vais essayer de résumer en quelques minutes un peu le contenu de cette préface qui est structurée selon ce que disait Grégoire et d'autres, à savoir quel enjeu sur la sobriété du numérique, et d'autre part en quoi le numérique peut servir à économiser de l'énergie en général. Alors ce qui est intéressant, et je le dis en conclusion de la préface, on peut le dire de suite, c'est que cette problématique est tout à fait intéressante en ce sens qu'elle crée, je pense, un cercle vertueux pour faire avancer à la fois la technologie numérique, et j'en donnerai un exemple, aussi bien que la consommation et les technologies au service des applications qui utilisent le numérique. Alors, quand on s'occupe et on s'intéresse au premier point, à savoir l'enjeu de sobriété du numérique, il faut bien dire qu'on part de très loin, parce que pendant 30 ans, il y a la capacité de calcul était à coût constant, on était dans une société d'abondance, elle avait un nom, c'était la loi de Moore. Et pendant 30 ans, jusqu'à ces derniers temps, jusqu'en 2006 en gros, donc on a vécu dans l'informatique dans un ensemble où finalement on augmentait la performance, la densité énergétique constante aussi. C'est quand même fantastique de penser qu'on pouvait faire plus avec une densité énergétique constante qui n'évolue tout, c'est un formidable essor du numérique, des applications, parce que ça avait un avantage, c'est de pouvoir séparer logiciel et hardware. Du moment que ça ne coûtait pas très cher de mettre de la puissance, et on pouvait toujours adapter des logiciels facilement. Et donc, cette séparation entre logiciel et matériel a guidé l'essor du numérique pendant toutes ces années. Et si on parle vraiment, disons, de société numérique, c'est fondamentalement lié à ce phénomène. Alors, tout ça s'est arrêté en 2006. Et on a du mal, finalement, la profession, l'ensemble du numérique des informaticiens, à essayer de penser qu'on est dans un autre monde. On est dans un autre monde où, depuis 2006, on ne peut plus augmenter la fréquence sans augmenter la consommation énergétique, en particulier des microprocesseurs. Alors ça, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et il faut bien reconnaître qu'on a très peu d'outils conceptuels sur le sujet. Alors qu'on sait, par exemple, sur les algorithmes, énoncer des complexités des algorithmes en termes de nombre d'opérations, en quantité de mémoire utilisée, on ne sait pas du tout, de façon générale, énoncer la capacité d'un algorithme à consommer tant d'énergie et à pouvoir choisir un algorithme en fonction de sa consommation énergétique. Donc ça, c'est un des premiers points. Il y a des solutions qui se dessinent, quelques-unes. J'ai parlé, disons, de séparation de hardware matériel et du logiciel, qui a contribué à l'essor fantastique du numérique, tout type d'applications partout dans le monde. Si on commence à spécialiser les processeurs et spécialiser le hardware, alors à ce moment-là, on retrouve des phénomènes qui sont assez similaires à la loi de Moore, à savoir qu'on peut continuer à augmenter la performance avec une énergie réduite. Mais à ce moment-là, on fait sauter. C'est-à-dire c'est une non-individualisation du logiciel par rapport au matériel. Donc ça change complètement l'équilibre économique et le business model du matériel. Et ça, c'est une révolution, je veux dire, tout à fait fondamentale. Alors il y a d'autres choses qui ont joué aussi. L'architecture d'une application, est-ce qu'elle va être centralisée? On parle beaucoup du Bitcoin en particulier et de sa consommation énergétique fantastique. Et avec juste raison, du reste. On ne sait pas à quoi véritablement c'est le coût de dépenser une centaine de térawattheures par an pour faire de la spéculation financière. À côté de ça, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois que vous faites une opération bancaire centralisée chez votre banquier préféré, vous
absolument fantastique la quantité d'énergie que vous avez besoin pour faire votre transaction bancaire sur votre compte bancaire. Donc la question est posée, est-ce qu'il vaut mieux avoir une pseudo-démocratie fantastique à l'échelle de la planète et dépenser des térawattheures, ou est-ce qu'il faut quelque chose d'un peu plus coercitif en termes de démocratie, mais qui limite très singulièrement la quantité d'énergie dépensée. Et là aussi, on n'a pas véritablement d'éléments de jugement. On sait que si c'est centralisé, on a besoin d'un nombre de messages largement inférieur au nombre de messages dont on a besoin dans un système complètement distribué. Et c'est une piste. Autre piste aussi, celle qui consiste à aborder dans les méthodes de production de logiciels, disons, le souci de la consommation systématiquement dans toutes les étapes. On peut aussi évoquer, par exemple, les architectures de cloud qui ont l'avantage, certes, de consommer, de réunir beaucoup d'utilisateurs en même temps et de ce fait, consommer beaucoup. Mais si on ramène ça à l'ensemble, on peut faire de la réutilisation, de la mutualisation de ressources grâce au cloud, on ne ferait pas autrement, et donc diminuer une partie de l'énergie consommée et aussi une partie du nombre de serveurs ou autres équipements à fabriquer. Donc, il y a des choses à faire, mais il faut véritablement revoir, disons, les mécanismes, l'éducation, les compétences et la recherche. On est largement loin du compte, on est largement pas capable, en général, sauf exception, de lier un usage à une consommation énergétique. Et ça, c'est fondamental si on veut avoir une attitude un peu plus, disons, un peu sérieux sur les problèmes, comment les résoudre, plutôt que disons, d'avoir des solutions à l'emporte-pièce, comme beaucoup font, malheureusement. Et le deuxième point, c'est en quoi, sur lequel je voudrais insister, c'est en quoi donc, le numérique va permettre d'économiser l'énergie dans notre société, dans le futur. Alors, on connaît plein de choses déjà, on connaît plein de choses, tout ce qui permet d'abstraire une réalité physique par le numérique permet d'économiser de l'énergie. Ça peut être la distance, le télétravail, la téléconsultation en particulier, mais ça peut être aussi la maquette numérique d'une voiture, d'un avion, le jumeau numérique correspondant, ça peut être aussi les documents numérisés, etc., tout ce qui relève de cette attitude. Et puis aussi, par exemple, notre exemple, c'est l'imprimante 3D qui permet d'utiliser comme matériau que ce qui est juste utile. Alors ça, c'est une première évidente, une proposition évidente qu'offre le numérique pour réduire l'énergie, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, elles sont peu imaginées, peu prises en compte, qui est la capacité du numérique, elle repose sur la capacité du numérique à contrôler un dispositif, à contrôler un processus complexe. Et on le voit par exemple, concerne le contrôle-commande d'une centrale nucléaire. On a là des processus complexes avec des besoins de décision en temps réel, des besoins d'optimisation aussi en temps réel, avec des degrés de criticité que vous pouvez imaginer, mais qui fonctionnent finalement. Le problème maintenant est de généraliser ça. Et une des meilleures façons d'ailleurs, domaine d'application, c'est justement les réseaux électriques, les réseaux de distribution d'électricité, qui, s'ils n'étaient pas contrôlés globalement par des systèmes de contrôle commande informatique, n'arriveraient pas à optimiser les besoins globaux et harmoniser ça avec des besoins locaux dans un sens ou dans l'autre, du reste, mais aussi pouvoir réagir en temps réel par rapport à des situations d'urgence, mais aussi optimiser globalement l'ensemble. Ce qui est vrai pour le réseau numérique, c'est aussi vrai pour le réseau de télécommunications, c'est vrai aussi pour les réseaux de transport, c'est vrai aussi pour les réseaux, par exemple, d'énergie au sein d'une agglomération quelconque. Il y a donc là, finalement, dans la vision, disons, d'une infrastructure nécessaire pour améliorer la consommation énergétique d'une société, d'un ensemble, des moyens considérables qu'offre le numérique et qui ne sont absolument pas véritablement pris en compte. On prend en compte quelques éléments, mais l'ensemble de la conduite de processus complexes en temps réel, qui ne peut être fait parce qu'il y a tellement de paramètres à contrôler que l'humain ne peut pas le faire lui-même. Le numérique est indispensable à ce moment-là. Il y a tout ça n'est pas mis en place ni réfléchi. D'autant plus qu'il y a un véritable marché, me semble-t-il, pour ça, et qu'on peut factoriser dans des domaines d'application très divers les solutions qui sont limitées. Là, il y a une voie de progrès qui me semble extrêmement importante. On ne peut pas réduire, me semble-t-il, la sobriété
d'une société, la réduction de son énergie, simplement à réduire la consommation du chauffage dans chaque habitation, la réglementation à différents niveaux, disons, individuels de certains. Il faut avoir une conception globale de l'ensemble, identifier les processus globaux dans la fabrication, par exemple dans une usine, et contrôler globalement ces processus pour faire en sorte que l'économie énergétique soit atteinte. Donc voilà, très rapidement, tous les éléments de cette préface contiennent. Merci Gérard. Je voulais m'assurer que les sons étaient bons. On a déplacé le micro. Je vous propose maintenant d'entendre les trois intervenants successivement. Vous pouvez poser vos questions sur le chat. Si éventuellement, après chaque intervention, il y a une ou deux questions de compréhension, on pourra les prendre, mais on renverra les questions générales au débat qui aura lieu après les trois interventions. Alors, je passe la parole immédiatement à Michel Schmitt pour nous présenter l'état des lieux de la consommation énergétique du numérique. Donc, Michel Schmitt est membre du Conseil général de l'économie, il préside la section innovation, compétitivité et modernisation. Il est titulaire d'un doctorat et d'une ingénierie en anthropologie mathématique. Il a occupé des postes dans l'industrie, mais aussi dans l'enseignement supérieur à Lille, Paris Tech. Je passe la parole. Voilà. Merci Olivier. Donc, consommation énergétique des usages du numérique en France. Alors, il faut vraiment lire tous les mots du titre parce que je vais faire quelque chose d'assez restreint finalement, de ne pas essayer d'élargir, parce qu'il n'y a pas le mot empreinte carbone. Donc, je suis sur la consommation électrique, l'énergie là, pour là, c'est l'électricité, et c'est des questions d'usage numérique et en France. Parce qu'on voit beaucoup de publications actuellement sur le niveau mondial, où il y a des croissances extrêmement fortes. La France, qui est déjà fortement équipée, n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc voilà, donc c'est ce que je voudrais vous montrer là. Alors, en fait, l'article que j'ai pu écrire, c'est la rencontre de deux publications. Première que nous avions pu faire, alors l'INU, part à cette publication, nous étions co-auteurs, deux autres personnes, sur la consommation énergétique du numérique en France, alors sur 2018, l'année 2018, et on avait fait des projections en 2030. Voilà. D'autre part, la deuxième publication, c'est le baromètre du numérique, une enquête annuelle qui fournit des idées sur les équipements et sur les usages. Et donc, quand on met les deux en rapport, c'est grâce à ça qu'on essaye de faire un certain nombre de projections. Donc voilà, donc je suis parti des données 2018, j'ai actualisé ça avec les données 2022, et puis j'ai regardé les différences et ce qui se passe au niveau des projections 2030. Ce qui va donner un peu une idée de l'incertitude qu'on peut associer à tout ce genre de travail, sachant qu'il s'est quand même passé des choses entre le confinement, on va aller sur du télétravail, et on va voir comment ça change ce genre de choses. Alors, la méthodologie, déjà, on avait mis en place sur les années 2018, mais qu'on peut mettre en place, c'est de refaire le calcul. Il y a des majeurs. On va dire il suffit d'évaluer le parc d'équipement, d'évaluer les consommations unitaires de chacun, les deux, et évidemment, il faut bien inclure les terminaux chez soi, plus les réseaux, et puis les serveurs, qui travaillent de plus en plus beaucoup des data centers. Voilà. Bon. Alors, jusque-là, ça paraît extrêmement simple dans son principe. À mettre en œuvre, c'est tout bon. Alors, savoir combien il y a de smartphones qui fonctionnent en France, ça, c'est pas trop difficile, puisque normalement, tout smartphone a puce et qu'on connaît le nombre de puces. Voilà. Donc, ça permet de savoir combien sont en utilisation. Alors, pas combien traînent dans le tiroir, les vieux que vous allez garder chez vous, pour les téléviseurs, c'est beaucoup plus compliqué. Les téléviseurs, voilà, on connaît certaines ventes, on connaît des importations, et
là encore. Donc là, par exemple, le baromètre numérique nous permet de savoir de combien de téléviseurs sont équipés par les foyers en France. Et ça peut nous donner une estimation du nombre de téléviseurs. Ensuite, il y a d'autres téléviseurs qui tous les jours. Vous allez manger chez McDo de temps en temps, vous commandez sur des écrans numériques tactiles. Combien il y en a en France? Combien se trouve dans les stations de RER? En écran à Châtelet, par exemple. Voilà. Bon, tout ça, pour arriver à faire des estimations. Alors, on a des modèles, on a des idées, et on essaye de faire tourner ça pour avoir le pas. Donc, finalement, c'est déjà très incertain ce qu'on entend. Puis la deuxième, la consommation unitaire. Bon, quand on dit un téléviseur, le petit et le grand écran, ça ne consomme pas tout à fait la même chose. Finalement, ce qui consomme là-dedans, c'est moins le flux numérique que l'éclairage derrière. Hein. Et puis ensuite, en fonction de l'usage. Vous avez un PC chez vous, il est à l'arrêt, il est en veille, sous quelle forme de veille, avec un écran qui est simple ou pas. Et puis, quand il calcule beaucoup, quand vous faites Word ou quand vous tournez un réseau de neurones, voilà. On n'a pas énormément de données là-dessus. Et voilà. Donc, ça montre quand même toute l'incertitude qu'on a associée à ce sujet-là. Alors, voilà, deuxième transparent. Ensuite, il n'y a plus que des graphiques. Donc, les graphiques, en général, ça va beaucoup plus vite que le texte. Alors, pour les projections 2030, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? On imagine avoir des idées sur l'efficacité. On gagne progressivement. Et un peu, voilà. Là, on essaye de l'estimer. On essaye d'estimer les usages qui évoluent. Typiquement, on avait beaucoup regardé les visionnages de films qui ont été procardés par le Shift Project. Oui. Est-ce qu'ils augmentent comme on le croit ou pas? Hein. Et puis, il y a de nouveaux usages. Typiquement l'Internet des objets. Alors, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est finalement regarder les tendances et voir en mettant toutes ces tendances en ce que l'on a comme consommation. Alors, on a un horizon qui n'est pas trop loin, 2030, 2050, c'est pas réaliste. Et, voilà. Et les données, donc, sont des extrapolations à partir du baromètre du numérique. Donc là, nous avons une enquête annuelle auprès d'en gros 4000 personnes. Toutes ces données se trouvent sur notabou.fr. Vous avez l'enregistrement. Chacune des personnes, et vous savez tout ce qu'elles ont pu répondre. En gros, il y a une soixantaine de questions. Il y a une meilleure synthèse dans le numéro des dates. Voilà, tout à fait, qui paraîtra prochainement. Voilà, donc c'est une enquête qui est faite par le CGE, l'ARCEP, la NCT et l'ARCOM. Ils sont les commanditaires, parce que c'est très belle. J'ai pris ici un exemple de ce que peut nous donner le baromètre du numérique en fonction du temps. Vous voyez, 91 à gauche, 2022 à droite. La courbe du haut, eh bien, c'est l'équipement en micro-ordinateur des personnes. On voit que ça augmente, puis vers 2000, ça diminue progressivement. À partir de 2010, 2012, ça diminue progressivement. Et on l'explique par le fait que les gens travaillent beaucoup plus sur smartphone, font beaucoup de choses. Et puis tout d'un coup, 2022, paf, ça remonte énormément. Alors, ce n'est pas un artefact, on l'explique beaucoup, en particulier par tout ce qui est télétravail. Les personnes faire du télétravail sur smartphone, je vous souhaite bien du plaisir. Voilà. Donc les gens se sont rééquipés en PC, portable ou fixe, et on voit bien, il y a eu d'ailleurs des pays d'approvisionnement en PC à l'époque. Voilà, on les voit sur ce diagramme. Le suivant, ça va prendre trop de temps. Voilà, alors, les projections 2030. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Sur le diagramme de gauche, vous voyez donc les téléviseurs, smartphones, les tablettes et les ordinateurs, box Internet, data center et réseau. Les 4 barres verticales représentent la consommation, donc ce sont des gigawattheures, hein, en 2018 à gauche, donc le clair, 2022, voilà, la deuxième barre, et ensuite, les 2 barres suivantes sont les projections 2020. Celles qu'on avait pu faire en 2018 et celles que l'on fait maintenant, toujours pour 2030, mais avec les nouvelles données que l'on a.
puisqu'on est un peu plus tard, il y a un peu plus de visibilité sur les choses. Alors, en particulier, donc, en tenant compte du fait que, typiquement, on utilise beaucoup plus les PC que ce que nous avions anticipé. Et dans le troisième groupe, ordinateur tablette, on voit qu'effectivement, là-bas, tout à droite montre que finalement, on consomme plus et significativement plus d'électricité pour faire fonctionner ces ordinateurs. Les téléviseurs, en fait, également, la décroissance de la télévision n'est pas aussi rapide que l'on attend. Et en particulier aussi, comme c'est des télévisions par foyer, en fait, le nombre de foyers en France augmente assez rapidement, en particulier avec des foyers monoparentaux. Voilà. Donc, vous mettez tout ça dans la moulinette. Il y a énormément de choses qu'il faut mettre ensemble. Et voilà le résultat. Smartphone, ça ne coûte rien. Voilà. Recharger le smartphone, c'est quelques euros par an. Voilà. Aucune importance. Mais ce n'est pas là qu'on fera des économies en sachant, par exemple, en ayant un chargeur, il va être un peu plus performant, etc. Il a raison. Même si moralement, ce n'est pas satisfaisant. Data center et réseaux, on voit effectivement 2018, 2022 et ensuite 2030, de toute façon, il y a un accroissement des consommations énergétiques. Ça va effectivement. Et donc, sur la droite, on fait le total de tout ça. Et donc, vous obtenez quelque chose. Alors, nos estimations sont plutôt de l'ordre entre 30 TWh et 35 TWh, sachant qu'on peut comparer ça à l'étude qui est récemment publiée par l'ARCEP et l'ADEME, qui sont plutôt autour de 50 TWh. Alors, la différence, pas évidente. Je pense que là-dedans, ce qui manque, l'étude qu'on a là, c'est des études des particuliers, pas les industries. Donc, par exemple, le télétravail que fait un particulier dans sa boîte est compté là-dedans, mais ce que la boîte va réellement faire, par exemple, comme calcul, comme utiliser, par exemple, un jumeau numérique ou n'importe quoi, c'est pas a priori compté. Voilà. Donc, vous voyez, ça montre quand même toutes les difficultés d'interprétation de ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je me suis plutôt intéressé dans cette étude à faire des évolutions. C'est-à-dire, on a un point de départ et on regarde les évolutions, ces points de départ. Ce n'est pas nécessairement grave parce qu'on sait au moins dans quel sens ça va, ça augmente ou pas. Et puis la deuxième chose, ce que beaucoup d'études utilisent, c'est de dire, voilà, on regarde des flux d'octets. Combien circulent sur les réseaux? Là-dessus, je n'en parle pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les usages. En gros, quand on regarde la vidéo, vous avez deux yeux, vous regardez un seul film à la fois, quand vous en avez regardé 3 par jour, et c'est les estimations 2030 que j'ai mis. Vous voyez qu'elles sont quand même assez maximalistes. Bon, au-delà de 3 films par jour, je crois qu'on commence à avoir. Dernier transparent. Voilà. Alors maintenant, c'est pour vous montrer aussi ce que le baromètre du numérique peut nous apporter pour des nouveaux usages. Alors voilà l'enquête sur les objets connectés que nous dit ce baromètre. On a posé des questions donc 2019, 2020 et 2022. Alors en fait, si on prend les dates, effectivement, il y a 18 mois d'écart entre chacune de ces enquêtes. Donc ils sont bien régulièrement espacés. Donc en foncé, vous possédez déjà quelque chose de connecté. En rose plus clair, vous pensez le faire l'utiliser à l'avenir. Donc, on a pris la santé, l'électroménager, la sécurité, la technologie. Vous voyez que l'explosion dont on parle, on ne la voit pas à ce point. Il y a une augmentation, certes, mais quelque chose qui est beaucoup plus mesuré que ce qu'on pourrait attendre. Alors maintenant, la vraie question, comme c'est quelque chose, on interroge les gens, sont-ils conscients qu'il y a de l'IoT dans les objets qu'ils achètent? Alors, ça, c'est une autre question. Mais voilà le sentiment sur ces sujets-là. Alors, on peut essayer de chiffrer combien ça représente en consommation électrique. L'expérience montre que c'est quand même des choses assez faibles parce que c'est en général peu de débit. Et ce sont des petits objets. Il n'y a pas d'écran la plupart du temps. Donc, tout ça fait que ces consommations sont. Voilà. Donc, je vais peut-être juste un mot de conclusion encore. Donc, on a bien parlé de consommation électrique. Derrière, si on veut décarboner tout ça, décarboner de l'électricité, c'est un autre sujet. Et l'impact, l'empreinte carbone des équipements
développement n'est absolument pas prise en compte ici. Ça, c'est un autre sujet, sachant que c'est probablement la partie majeure de l'entreprise. Résoudre, il y a une question sur dans la discussion concernant la blockchain. Je propose qu'on en reparle lors de la discussion générale après les interventions. J'ai juste une question factuelle concernant la consommation des équipements. En fait, les équipements représentent, la fabrication en fait, des équipements représente une part considérable, en particulier en France, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, à cause de l'électricité numérique. Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots? Oui, alors quand on prend l'empreinte globale, c'est-à-dire avec la fabrication des équipements, leur usage, puis leur fin de vie, alors, là encore, il faut faire tourner des modèles, il faut faire des équivalents serrés, donc ça peut paraître un peu, certainement certains pays, mais enfin, en gros, la fabrication des équipements, c'est pratiquement les 400 yens. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, garder son smartphone 2 ans de plus, c'est extrêmement important. Les usages, c'est important. Voilà leur besoin. Maintenant, c'est ces usages que l'on voit. Et donc, je pense que ça répond à la question. Et fabriquer les équipements en France, par exemple? Alors, fabriquer les équipements en France, ce serait là aussi, puisque l'énergie, elle n'a pas de bonne de contenu carbone. Je pense qu'Aurélie en parlera. Sans tarder, je passe la parole à Valérie Drezet-Humez, donc qui est chef de la représentation de la Commission européenne depuis 2020, en France depuis 2021. Et vous avez occupé des postes au secrétariat général à Bruxelles. Vous avez rejoint la Commission européenne en 1995 pour travailler au sein de la Direction générale de l'environnement. Donc, vous connaissez particulièrement bien tout ce qui se fait à Bruxelles. Je vous passe la parole. Je vais jusque-là parce qu'il y a beaucoup de choses. Ne serait-ce que sur le sujet. Donc, dans ce contexte, c'est subtil peut-être de rappeler effectivement la pointe, notamment depuis 2019 et le mandat de cette nouvelle commission, 2019-2024, au niveau des priorités politiques. Donc, lorsque la nouvelle présidente, von der Leyen, prend la tête de la commission en 2019, évidemment, c'est vraiment traditionnel, elle établit ses priorités politiques et elle définit notamment la priorité de la transition verte, du pacte vert, comme on l'appelle en cuisine bruxelloise, si je peux dire, et puis notamment de la transition numérique. Et immédiatement, elle les coupe. On parle effectivement de double transition dans le débat qui positionne déjà les différentes l'approche qui est voulue en la matière. Alors, sur la transition verte et notamment la partie énergétique, qui est une plus grande partie en termes en tout cas de consommation et de production d'énergie, en termes de production de gaz à effet de serre, l'ambition fixée dans cette commission, qui est même fixée dans la loi pour la première fois, c'est la neutralité carbone de l'Union européenne à l'horizon 2050. Alors, je vais vous épargner l'ensemble des étapes, hein, ça va dans le dire. Il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'objectifs chiffrés qui ont été définis pour effectivement baliser cette route vers 2050 qui est un peu lointain. Et au niveau du numérique, effectivement, une approche qui est plutôt une approche de saisir au niveau européen, pour le coup, des potentialités en termes d'emploi, de développement et aussi de contribution à la transition, effectivement, verte et énergétique en particulier. On voit sur ces deux domaines, et peut-être qu'ils n'ont pas tenu ce discours, je dirais, avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit des enjeux d'autonomie, alors souveraineté stratégique, autonomie stratégique, on ne va pas revenir sur cette sémantique qui parfois divise un peu les 27, mais vraiment d'autonomie qu'on retrouve dans les deux domaines. Si on prend effectivement en termes d'outils numériques, notamment avec la loi sur le marché du numérique, c'est la question, est-ce qu'on est totalement dépendant
des fournisseurs américains, ou est-ce qu'on peut avoir un marché sur lequel de nouveaux entrants, notamment européens, puissent entrer. Et donc, la Commission a fait une proposition qui a été adoptée sous présidence française l'année dernière sur, effectivement, ce qu'on appelle le DMA, donc la loi sur le marché du numérique. La même dimension d'enjeu stratégique et d'autonomie, on la retrouve bien entendu au niveau de la transition énergétique. On sait qu'actuellement, 90% de panneaux photovoltaïques viennent de Chine. Donc là, on comprend tout de suite que si effectivement on a d'un côté des ambitions de développement des renouvelables et notamment du photovoltaïque et qu'on n'a pas la capacité d'avoir accès éventuellement dans des cas notamment de crise, c'est un problème. On l'a vu, le bousculement des chaînes de valeur, on l'a vu dans le Covid déjà, mais effectivement, l'invasion de l'Ukraine a beaucoup rebattu les cartes et a finalement illustré une convergence des agendas en matière énergétique qui est criante. Effectivement, les objectifs qui pouvaient être de diminuer la consommation d'énergie ou d'avoir une meilleure efficacité énergétique, et bien là, c'était juste un enjeu de géopolitique, de dépendance. Et on a pu, par exemple, en matière de dépendance vis-à-vis du gaz russe, passer de 40% à aujourd'hui 9%. Dans un temps record, personne n'y croyait, pour être très honnête, mais ça a été fait. Comme en matière de gaz, on a pu voir aussi près de 20% de réduction de la consommation de gaz pendant une période assez limitée. Donc, un message peut-être positif de dire que les choses sont possibles, puisqu'on a pu le faire dans ce temps-là. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans ces deux domaines, on a vraiment un enjeu de redéfinition presque d'une société européenne. À la fois sur... vous parliez effectivement en introduction de la dimension de justice sociale. Alors, on parle en matière numérique de fracture numérique, ce n'est pas d'une sémantique européenne, qui est beaucoup plus française, mais aussi de précarité énergétique. Et donc, dans ces deux dossiers, c'est une dimension qui est très présente dans l'approche européenne pour avoir les moyens de soutenir notamment les foyers qui sont en précarité énergétique au niveau de l'Europe ou effectivement que certains n'aient pas d'accès aux outils numériques. Donc, c'est là aussi une volonté de redéfinir une société européenne, ce qui veut dire aussi une réindustrialisation européenne, maintenant qui a pris une ampleur que nous voyons tous. Redéfinir les compétences. Je ne parlerai pas de problème de compétences qui est bien connu. Aujourd'hui, encore, il y a quelques heures, la Commission a fait une proposition pour les compétences en matière cyber, a fait une proposition pour avoir un cyber... je fais ça parce qu'on parle de cyberdome maintenant, de protection au niveau européen avec un certain nombre de centres qui vont pouvoir s'entraider face à la recrudescence des attaques cyber. Donc, c'est une volonté par le pacte vert notamment de redéfinir vraiment le pacte de croissance européen. Et ça, c'était vraiment quelque chose de novateur et qui a une importance vraiment notable au niveau de la façon de faire de la politique de manière générale, mais on parlait indirectement dans certaines de nos discussions du cycle de vie, à quel moment on crée un problème qui éventuellement pourrait être corrigé ultérieurement ou vice-versa. En matière là, de politique publique, on est obligé non plus de travailler en silo, c'est vraiment plus possible avec la complexité des sujets, mais sur des sujets comme ça, on doit pouvoir être capable de dire la législation qu'on va faire en matière agricole et quel impact aura-t-elle sur nos objectifs en matière de décarbonation. La même chose au niveau effectivement des modèles sociaux, des modèles d'accès à l'emploi. On parlait de télétravail, mais aussi d'autres types d'emplois. Est-ce qu'il y aura un impact transport, ce type de choses? Donc, avoir une vue beaucoup plus transversale sur la façon de faire les politiques, ce qui n'est pas simple. Ne serait-ce que pour avoir d'abord l'accès aux données, aux bonnes données, vérifier à 27, même au-delà d'un seul État membre, et être capable de travailler dans une direction générale là-dessus. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est importante à noter. Un autre point dans les deux domaines, c'est que ces objectifs politiques, ils ne sont pas restés juste des objectifs qui sont néanmoins importants, mais les moyens ont été clairement fléchés vers ces objectifs. Donc, par exemple, le budget pluriannuel de l'Union européenne sur 2021-2027, 2021-2027, 30% sont affectés à la transition verte au sens large, d'aspects énergétiques notamment.
Et dans les plans de relance et de résilience qui ont été mis en œuvre après la crise Covid, donc 800 milliards à l'échelle européenne, donc par exemple en France, le plan de relance français a été financé à 40% par ces fonds européens, un fléchage très très clair, au minimum 37% sur les questions vertes énergétiques et 20% sur les questions numériques. Donc c'est aussi intéressant de voir qu'il y a cette prise en compte d'un objectif, un fléchage, mais aussi assurer les moyens d'y parvenir. Alors, je ne vais pas vous faire, comme je disais, toute la liste des nouveaux objectifs. Vous avez peut-être vu que récemment, le Parlement européen a donné son aval, notamment à la directive sur les énergies renouvelables pour augmenter la part des renouvelables à l'horizon 2030. On est à peu près aujourd'hui à 23% à l'heure actuelle. L'objectif pour 2030, c'est 42,5%. Sous l'angle aussi de l'efficacité énergétique, de la réduction de la consommation d'énergie, là aussi un objectif de réduction de près de 12% à l'horizon 2030. Donc, sur toute la panoplie, je dirais, efficacité, réduction de la consommation, diversification, bien entendu, fléchage des financements avec la fameuse taxonomie qui fait beaucoup parler d'elle régulièrement. C'est un peu un travail, c'est un travail tous azimuts et effectivement, je parlais de réindustrialisation, je pense que c'est important de rappeler là aussi des objectifs en termes d'accès aux matières critiques. Vous parliez de certaines matières critiques. Donc d'abord, au niveau européen, on a identifié les besoins, les manques, les sources et avec une fixation d'objectifs à la fois d'extraction, mais aussi surtout de processing, parce que même si on a certaines terres rares, on sait que le processing est fait majoritairement en Chine actuellement. Donc, on se fixe des objectifs pour rapatrier un certain nombre de processus. Et là, à nouveau, en ayant cette autonomie stratégique, de pouvoir être en maîtrise de nos objectifs de réduction, notamment de réduction au niveau énergétique et de développement du numérique que nous n'avions pas dans nos mains à l'heure actuelle. Sur le plan du numérique, alors une philosophie là aussi qui est assez large, une philosophie qui est sociétale, donc toute la question des données, de la protection de l'utilisation des données, mais aussi de l'utilisation des données publiques. On parle notamment de l'espace de santé, des données, ce type de choses qui est développé. Et aussi, en parallèle, tout un travail, on en parlait un peu en introduction, sur l'intelligence artificielle, puisque le Parlement et le Conseil sont en train de discuter sur une proposition de la Commission qui a été faite il y a un certain temps, notamment pour des valeurs d'une intelligence artificielle protectrice humaine, mais en même temps qui permet le développement. Et à la fin de l'année, il y aura aussi une proposition sur les métaverses, autre dimension numérique qui prend de l'ampleur. Donc, on retrouve sur le numérique et aussi sur cet agenda environnemental, écologique et énergétique, une volonté européenne d'être un définisseur de normes. C'est classique finalement dans le rôle, en tout cas au niveau européen, mais surtout de leadership. On l'a vu au niveau du changement climatique, au niveau des négociations, mais on le voit aussi dans le DMA, dans le DSA, une volonté de définir des règles et de traduire cette autonomie en disant voilà comment nous, on veut travailler, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, et ce qu'on pourra dire par exemple aux providers américains en matière de numérique. Merci pour cette présentation très, très complète. Là, maintenant, je vais passer la parole à Aurélie Picard. Donc, je rappelle que Aurélie Picard est déléguée générale du comité stratégique de filière industrie des nouveaux systèmes énergétiques, dont tu as pris la direction à sa création en 2018. Tu en parleras un petit peu plus. Tu as commencé ta carrière dans l'administration. Tu as ensuite rejoint une entreprise industrielle familiale et maintenant tu es pleinement à 100% en faveur du développement de l'industrie. Comment la reconquête industrielle du numérique par l'Europe peut-elle contribuer à la neutralité carbone? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être présent avec vous aujourd'hui. Ce sujet me paraît extrêmement stratégique
Donc, je suis ravie d'intervenir sur ce sujet. Merci pour l'invitation. Le numérique, on l'a dit, est clairement au centre de la transition énergétique. Il est également au centre de l'industrie et de la réindustrialisation que l'on espère de l'Europe, notamment parce qu'il permet justement d'économiser de l'énergie, de la rendre compétitive. Sur chacune des étapes de production d'un produit, on va retrouver le numérique, que ce soit dans la conception, dans la simulation, la modélisation, dans les étapes de production, dans la maintenance, dans le recyclage qui est essentiel, et on va le voir à quel point il est essentiel dans nos équipements numériques. On retrouve du numérique dans l'industrie. On le retrouve également dans l'énergie, vous l'avez dit, la flexibilité des réseaux. On voit bien à travers l'ensemble du numéro de la revue, il est difficile de dire dans quelle mesure les bénéfices et les impacts du numérique se compensent. En tout cas, ce qui me paraît extrêmement marquant, c'est la slide suivante, c'est de partager avec vous ces chiffres qu'on a vus. Au niveau mondial, sur la partie donc, droite de la slide, on voit que la production des équipements du numérique, c'est-à-dire les ordinateurs, les serveurs dans les data centers, les câbles pour les réseaux, représentent les écrans à ordinateurs autres et qui ont un impact environnemental au-delà du carbone extrêmement important, représentent 44% pour les gaz de l'impact en termes de gaz à effet de serre. Au niveau de la France, qui a une énergie décarbonée, comme on le sait, donc la partie usage est encore moindre et on atteint jusqu'à 75% de l'impact de ces équipements. Donc, quand on réfléchit à comment minimiser l'impact du numérique sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre, on voit trois grands leviers. La question de la recherche, à la fois pour miniaturiser encore les composants, pour augmenter les fréquences, mais également dans la partie production et vie de l'équipement, dans tout ce qui va être réparabilité, recyclabilité des équipements. On a une partie usage qui est extrêmement important, et vous l'avez mentionné, une incitation alors, à garder ces équipements. Un téléphone, en moyenne, 23 mois, quand on voit l'impact que ça représente, et un des articles détaille très bien en termes de déchets, la quantité de déchets de terre qui sont brassés pour produire ces équipements, puis ensuite amassés en termes de déchets. C'est un des points, mais c'est également un des sujets dans les questions d'incitation à mettre en place des architectures, des sites, des algorithmes qui consomment moins. Et puis, naturellement, on a un troisième levier quand on regarde en termes de gaz à effet de serre, qui est la question d'utiliser de l'énergie décarbonée, qui doit être compétitive. Et c'est là un des grands sujets. Donc, ces trois leviers, au niveau mondial, sont activés, sont actionnés sous la pression du consommateur, des pouvoirs publics, globalement. Et l'Europe, comme vous l'avez mentionné, a été jusqu'à présent pionnière et s'est voulu très investie sur ce sujet, en mettant en place des normes, en prenant une part active au niveau mondial, que ce soit à travers les accords de Kyoto, en mettant en place le premier marché carbone au monde et à réaffirmer avec Fit for 55 cet engagement. Toutefois, pour pouvoir continuer à peser au niveau international, pour pouvoir avoir les leviers d'action, pour pouvoir peser dans la définition de cette transition énergétique et pour pouvoir atteindre ces objectifs, il est stratégique que l'Europe redevienne souveraine sur le numérique et sur l'énergie, et particulièrement sur son industrie, c'est-à-dire qu'elle puisse vraiment reprendre pied sur ces sujets. Alors, numérique, j'entends numérique au sens large, soft, hard, cybersécurité, globalement, data. Et donc, pourquoi? Parce que l'industrie, alors c'est sur la slide suivante, alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que le numérique et l'énergie sont des leviers stratégiques, comme je l'ai expliqué, à la fois pour la révolution environnementale et à la fois pour les réindustrialisations. Et on voit au niveau mondial, et on vit une période extrêmement charnière, une évolution des paradigmes. On a la Chine qui maîtrise les matériaux, les chaînes d'approvisionnement, qui a des entreprises intégrées, une économie avec une grande visibilité, et un acteur comme BYD a pu, en une dizaine d'années, devenir un leader de l'automobile bas carbone en maîtrisant jusqu'à l'extraction des minéraux. Les États-Unis, avec l'IRA, alors qui s'inscrit, l'IRA a été, je pense, bien vu, mais de remonter, le mouvement a été enclenché un peu plus tôt avec le CHIPS Act, Chips and Science Act, justement, donc 280 milliards d'euros mis en place par les États-Unis pour
rapatrier sur le sol américain une production d'électronique qui a été jusqu'à 40%, qui est descendue à 10% de la production mondiale et qu'ils espèrent redévelopper sur le sol américain. Et l'IRA, qui est, je trouve, extrêmement puissant, car extrêmement simple dans sa mise en œuvre. Il subventionne à la fois l'installation d'usines par des crédits de taxes, mais surtout, en complément, il subventionne la demande américaine sous condition que les produits soient produits aux États-Unis par des Américains. Et donc, ça tire derrière, de manière très puissante, tout un système de mise en place du développement des compétences, d'attraction des capitaux, avec 400 milliards d'euros dédiés uniquement aux technologies de la décarbonation. Donc, on a bien ces pays qui aujourd'hui ont engagé des plans massifs sur ces technologies, sur ces industries, et on voit l'importance stratégique, les ruptures d'approvisionnement pour les panneaux solaires post-Covid ou les ruptures d'approvisionnement d'électronique nous ont montré à quel point, dans un monde où les relations géopolitiques fluctuent et se redéfinissent, il est essentiel qu'on maîtrise à nouveau, qu'on redéveloppe l'industrie à la fois du numérique et de l'énergie. Alors, sur la slide suivante, quelques pistes, comment faire pour pouvoir regagner en souveraineté sur ces deux domaines sur lesquels on voit, que ce soit la Chine ou les États-Unis, ont pris des ambitions fortes et ont des positions fortes. Donc déjà, il apparaît d'un point de vue industriel, on ne va pas pouvoir réindustrialiser sur toutes les filières. Il est important qu'on choisisse quelques filières. Énergie numérique semble très clairement incontournable. Ce sont des secteurs dans lesquels on a besoin de gigafactory. Et qui dit gigafactory dit besoin, parce que gigafactory, c'est des grands volumes qui nous permettent d'avoir des prix plus bas, et on est bien dans une nécessité d'avoir des prix bas. Et on a à côté des concurrents qui ont des grands volumes et donc des prix bas. Et donc, ces gigafactories nécessitent d'avoir la capacité à voir plus précisément la demande qui permettent d'investir dans ces technologies. Et c'est là où les Américains, avec l'IRA, ont mis en place cet écosystème au niveau américain, les Chinois l'ont. Et donc, la question qui se pose, c'est comment l'Europe a la capacité à pouvoir travailler cette mise en perspective, cette visibilité sur la demande. Et il paraît essentiel de redévelopper des relations commerciales équitables. Notre marché est extrêmement précieux pour le développement de ces gigafactories. Il est important que nous ayons un accès équivalent au marché des autres pays qu'ils ont sur notre marché. C'est la pierre structurelle pour pouvoir mettre toute politique de réindustrialisation. Le deuxième point, on l'a bien vu. Alors, la manière dont on travaille aujourd'hui au niveau européen, c'est de travailler par les off-take. Et donc, ces contrats que prennent certains des clients qui sont concernés pour donner cette visibilité aux gigafactories. Ça n'a pas la même puissance que ce qui peut être mis par ailleurs. Il me paraît essentiel d'avoir cet équilibre. Le deuxième point, c'est sécuriser nos approvisionnements, que ce soit de composants électroniques, de terres rares ou plus généralement des différents intrants. Donc là, tout ce qui peut être intégration verticale est plus simple, mais on a des règles aujourd'hui européennes qui sont peut-être amenées à être questionnées pour ce point-là. En tout cas, il est important qu'on diversifie nos approvisionnements, qu'on les travaille pour minimiser nos risques, pour pouvoir développer cette industrie. Alors, qu'est-ce qui est fait actuellement en Europe? Vous l'avez bien détaillé, donc je vais aller très, très vite sur la slide suivante. On a eu, je vais dans les grandes lignes, la politique d'IPCEI qui marque un tournant fort. Donc, cette politique, c'est l'Europe qui, de base, l'Europe dit qu'il ne faut pas aider les entreprises. L'exception, c'était l'innovation. Et là, c'est un virage qui a été impulsé en 2013 par l'électronique, de dire il y a des distorsions au niveau mondial. Et donc, dorénavant, on accepte d'aller jusqu'à aider l'industrialisation. Et en fait, on a un vrai virage qui a été pris ces dernières années avec un IPCEI sur les batteries, un IPCEI sur l'hydrogène et plus globalement des IPCEI qui sont à l'étude, avec une prise de conscience plus large qu'on retrouve aussi avec l'Innovation Fund, qui est un fonds extrêmement intéressant, de dire dorénavant, c'est bien d'avoir l'innovation, mais il faut qu'on aille jusqu'à l'industrialisation. Donc, c'est vraiment un virage fort. Le CHIP Act est également le parallèle du Chip and Science Act des Américains, doté de 45 milliards d'euros, complété au niveau français par 5 milliards d'euros supplémentaires, avec cette même ambition de réindustrialiser, de reprendre pied dans la production d'électronique
en Europe. Le Net Zero Industry Act, c'est le travail en cours pour faire le parallèle de l'IRA américain, avec cette difficulté qu'on n'a pas de taxe européenne, donc on ne peut pas faire un mécanisme aussi simple que les Américains de réduction de taxes, et avec cette difficulté qui semble qu'on n'ait pas tout à fait encore un alignement sur le problème qui puisse être posé par l'IRA et la manière d'y répondre. Il y a des premières pistes qui se dessinent et on voit que les discussions sont importantes au niveau européen. Et puis, on a le Critical Raw Material Act, qui est extrêmement important, parce il témoigne bien de cette prise de conscience de l'importance de sécuriser des approvisionnements stratégiques au niveau matériel comme au niveau électronique. Alors, je pense pour conclure, quelques points de vigilance par rapport à ce plan d'action, ou en tout cas quelques enjeux forts. Je réinsiste sur la partie équilibre des relations commerciales que j'ai évoquées précédemment, en mentionnant des points qui sont des fois qui sont importants. Typiquement, rappeler que l'administration américaine a une administration extraterritoriale, à même de venir dans chacune de nos entreprises françaises utilisant de l'électronique américaine, vérifier de l'utilisation de son électronique. Voilà, donc on a aujourd'hui l'importance de bien mesurer la différence des outils des différentes grandes zones géographiques sur la défense de son industrie. Et le Cloud Act. Tout à fait. Et sur les data, on a les mêmes sujets. Donc, on a là la nécessité vraiment de regarder la différence de notre approche industrielle pour mettre toutes les chances de notre côté pour effectivement réindustrialiser. Vous l'avez évoqué, la question des compétences est cruciale. Au quotidien, il n'y a pas un seul des sujets sur lesquels nous travaillons qui ne se heurte à un problème de manque de compétences, qu'elles soient industrielles, techniques ou scientifiques. Et là, le plan d'action à monter, à mon sens, démarre dès le primaire, voire la maternelle. On est dans la nécessité de réinvestir massivement dans notre enseignement, massivement dans notre recherche publique également, pour pouvoir avoir ces compétences industrielles, techniques et scientifiques. Et les Américains, clairement, je ressouligne la puissance de l'IRA sur ce point-là, parce que par le système qu'ils ont mis en place, par le conditionnement des subventions au fait que ce soit produit par des Américains, va tirer le développement de ce système naturellement aux États-Unis. Les États-Unis ont pris conscience qu'aujourd'hui, ils dépendaient des compétences essentiellement asiatiques sur ces questions scientifiques et techniques. Le troisième point, c'est la question de mobilisation des financements, qui est essentielle. Et aujourd'hui, c'est vraiment un des points de faiblesse et de questionnement qu'on peut avoir sur l'ambition, les moyens pour réaliser les ambitions sur cette réindustrialisation. Je détaillerai en 2 leviers. À partir du moment où on rentre dans une zone où il y a un interventionnisme plus fort de l'État sur ces questions industrielles, il y a une question de financement des fonctionnaires, en fonction de la Commission européenne. On sait que sur l'hydrogène, il y a des critiques, ou en tout cas, il y a des questionnements sur la vitesse à pouvoir instruire les dossiers, parce que c'est des sujets qui ont explosé et les ressources n'ont pas forcément suivi aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau français. Et puis, le financement pour l'industrie, et notamment des financements en fonds souverains qui paraissent stratégiques quand on voit qu'on a encore des entreprises technologiques hautement stratégiques qui sont rachetées par d'autres zones géographiques sur des sujets de défense ou d'énergie. Donc, cette nécessité. Et puis, pour finir, un point essentiel, c'est la nécessité de se forger une volonté politique commune. Je vais prendre simplement la question de la souveraineté, qui pour certains des pays européens, comme la France, sont considérés comme une digue essentielle pour défendre notre valeur, et qui pour certains sont considérés plutôt comme une entrave potentielle à leurs exportations. Et on sent aujourd'hui la nécessité et le travail qui est fait pour réussir à converger collectivement au niveau européen sur ce partage de l'ambition sur cette réindustrialisation. Donc, pour conclure en un mot, nous avons des atouts. Le premier d'entre eux, c'est le fait d'avoir une population de 450 millions de consommateurs solvables qui peuvent donc être autant de signaux pour les gigafactories par rapport à cette réindustrialisation, un niveau de connaissance élevé, des infrastructures de très grand niveau. On vit un moment charnière avec une inflation qui est plus particulièrement ciblée sur l'Europe au niveau énergétique, avec un changement des paradigmes des États-Unis, en particulier la Chine, on l'avait vu un peu plus tôt, qui vient questionner notre modèle et qui nécessite vraiment de prendre toute la mesure, de réindustrialiser l'Europe sur l'énergie et le numérique pour être capable de dessiner la transition énergétique qu'on veut et d'atteindre les objectifs que l'on souhaite.
Merci pour cette présentation et merci pour les autres présentations aussi. Il y a une question sur le chat. Est-ce qu'on peut disposer des slides? Donc, oui, aucun problème. Donc, vous pourrez disposer des slides. Je voulais rebondir sur une première question qui a été posée. En fait, je compare le numérique au cholestérol. En fait, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Alors, le bon cholestérol, c'est celui qui contribue à la transition énergétique, comme Gérard Rouquayrol l'a dit, mais il y a aussi le mauvais cholestérol. Et parmi le mauvais cholestérol, on parle souvent du Bitcoin, mais aujourd'hui, tout le monde parle de ChatGPT. On m'a dit que pour chaque requête nécessitait à peu près la consommation d'une bouteille d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que véritable, qu'est-ce que vous pensez justement de des mauvais cholestérols du numérique et comment est-ce qu'on peut maîtriser cela si possible? Oui, je crois que c'est une question à laquelle il est très difficile de répondre parce que les solutions, elles passent par des choix collectifs au niveau de la planète. Et donc, quel est l'instrument qui permet de les faire? Et pour l'instant, elle n'existe pas véritablement. Donc, il peut y avoir des parties de la planète qui protègent, qui régulent. Par exemple, l'Europe peut être une de ces parties de la planète. Mais le succès de Bitcoin et le succès de ChatGPT, il dépend, disons, d'un ensemble d'individus qui profitent du maillage de cette planète par Internet sans qu'une régulation spécifique les interdise de se réunir tous ensemble et de dépenser de l'énergie en la prenant sur le bien commun, je dirais, au service d'une spéculation particulière. Donc, alors quel est l'instrument mondial qui permet de réguler ça? Pour l'instant, on ne l'a pas. Est-ce que l'ONU pourrait le faire? Ce n'est pas du tout clair, mais c'est une des questions à poser. Et au niveau européen, est-ce qu'on pourrait réguler ce genre de choses? C'est aussi une question. Une autre question à poser, ça fait une plaque mondiale suffisamment grande, effectivement, pour réguler. Si je prends l'exemple de ChatGPT maintenant, les petits calculs qu'on a fait, j'ai vu que Jean-Claude André était là dans l'assistance, donc c'est lui qui les a fait pour éventuellement compléter. Les 2 mois d'utilisation, 2 premiers mois d'utilisation de ChatGPT pour constituer les modèles, etc., c'est de l'ordre en 2 mois, 100 millions d'utilisateurs, en 2 mois, du reste, c'est assez considérable. C'est 1 gigawattheure. Ouais. L'estimation qu'on peut faire. Donc, si on croit, si on étend ça à l'année, si on pense que c'est une façon d'améliorer tous les moteurs de recherche qui existent, puisque une des applications de ChatGPT, c'est un chatbot conversationnel, enfin, comme extension de tout moteur de recherche, on va passer à des centaines de térawattheures, là aussi. Donc, là aussi, la même question se pose, je veux dire. Donc, qui peut réguler ça? À quel niveau? Quel instrument peut le faire? Et là, je pense que la question n'est pas véritablement posée comme ça pour l'instant, mais on ne pourra pas échapper à la poser. D'autant plus qu'il y a des... Et je ne veux pas... Alors, ce qui est aussi un peu surprenant, c'est que ce débordement d'utilisation de la puissance de calcul et des débits des réseaux, c'est fait aussi dans une vision d'utilisation numérique fortement, je dirais, conditionnée par l'usage de la loi de Moore pendant plusieurs dizaines d'années, une société de l'abondance. Et donc la réflexion ne se fait pas, je dirais, au niveau alternative A. Et je reprends l'exemple du Bitcoin. Bitcoin, au prétexte d'avoir une espèce de démocratie maximale au niveau de la planète et d'éviter d'avoir des banques qui contrôlent tout, on a une vision très distribuée, très répartie, très démocratique, disons, de l'architecture de paiement du Bitcoin. Il n'y a pas de primus inter pares, tout le monde est équivalent. Alors cette démocratie ultime, finalement, elle a 2 défauts.
elle pousse, c'est qu'on ne peut pas lui accorder 100% de confiance. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. C'est-à-dire que la cohérence, disons, des opérations bancaires, elle est pas déterministe. Hein, elle est non déterministe en probabilité. Je ne vais pas détailler la technique de tout ça, donc vous n'êtes pas sûr forcément que ce que vous avez fait comme débit-crédit à un moment donné se retrouve intégralement dans votre poche. Hein. D'accord. Et puis il y a le fait, le deuxième problème, c'est que si j'avais une architecture centralisée, alors qui peut la centraliser ou qui peut faire en sorte quand même que des banques centrales fonctionnent entre elles? On a les architectures de compensation entre banques qui existent. Donc, et là, on a une consommation d'électricité, comme je le disais tout à l'heure, qui chute de façon drastique. Pour donner un exemple. Une requête sur débit crédit d'une crypto-monnaie de type Ethereum, Bitcoin, etc. Hein. C'est pour une requête un nombre de messages à échanger qui varie comme le carré du nombre de participants. D'accord. Et dans la journée ou dans l'année, vous en avez besoin. Beaucoup de gens qui font ça. D'accord. Si vous avez pour faire une seule requête débit crédit sur un système centralisé, vous avez 2 messages par personne, par chaque fois. Donc, un aller, un retour. D'accord. Je veux faire un débit crédit. Et puis, on me dit oui, il a été fait ou pas fait. Mais enfin, il y a 2 messages. Donc, on est dans des ordres de comparaison du nombre de messages, qui chaque message émis peut être des milliards. Parce que si vous faites N fois N2 messages dans une journée, par exemple, vous avez N puissance 3. Donc, si vous mettez N égale à 1000, vous avez plusieurs milliards, disons, de messages qui sont échangés dans le Bitcoin en une journée, si vous avez 1000 personnes qui veulent chacune faire une transaction, si vous voulez. Et 1000, c'est pas beaucoup à l'échelle mondiale. Hein. Donc, cette réflexion d'architecture, elle n'est pas bien faite et globalement, elle affecte globalement. Mais la solution passe par une institution au niveau d'une grande plaque planétaire, je dirais, qui régule l'ensemble. Oui. Merci. Il me semble qu'il y a quelques éléments complémentaires avec ce que vient de dire Gérard. J'en vois 4. Le premier, c'est quand même technologique, c'est-à-dire de dire la technologie Bitcoin, c'est ce qu'on peut faire de pire en termes de consommation énergétique. On peut avoir des dispositifs qui sont distribués, mais de type Ethereum, qui consomment beaucoup moins de ce qu'ils ont mis en œuvre à partir de septembre dernier. Et donc, ça, c'est un élément de réponse, pas forcément satisfaisant parce qu'en fait, ça facilite plutôt l'expansion de la chose, mais ça apporte un élément. Le deuxième, c'est de dire, et c'est un peu ce que Gérard a suggéré, c'est la concurrence par des dispositifs centralisés. Les banques centrales n'aiment pas le Bitcoin pour toutes sortes de raisons. C'est contraire au code monétaire et financier. Ça permet aussi des activités illégales diverses. Même si c'est marginal en nombre d'opérations, c'est significatif compte tenu des montants en cause. Et donc, on voit surgir les projets de e-yuan en Chine, on voit de e-euro ou la même chose pour le dollar. Et donc, ça peut aussi conduire à une substitution avec des dispositifs qui sont moins consommateurs. Une troisième voie, c'est la sensibilisation des gens au fait que effectivement des dispositifs tels que le Bitcoin sont extrêmement peu écolo-friendly et que par conséquent, si on s'en passe, c'est pas plus mal. Alors ça ne marchera pas pour les spéculateurs, donc ça n'aura qu'un effet limité, mais enfin ça peut avoir un effet en termes d'ambition culturelle. Et puis la quatrième, ce sont les États. Alors les États individuellement, rien comme l'a dit Gérard, parce que c'est impuissant pour. Néanmoins, quand c'est pris à de très grandes dimensions, ça peut avoir un rôle. Les Chinois ont commencé par favoriser l'explosion du Bitcoin, puis ensuite ils ont changé d'avis en faveur du yuan et ils ont interdit les fermes de Bitcoin. Et ça a un effet massif quand c'est les Chinois. Donc voilà, les quatre pistes possibles. Rebondir juste sur un tout petit point que tu dis, je suis totalement d'accord avec ce que je dis également, à propos d'Ethereum. Scientifiquement, on n'a aucune preuve que ce que fait Ethereum fonctionne. Oui.
On n'a aucune preuve. Et il semblerait, sans qu'ils disent, que vraiment être rassuré, d'avoir un degré de confiance maximale dans un univers complètement anarchique, c'est-à-dire sans Dieu ni maître, et avoir un minimum de confiance maintenant, c'est vraiment le Bitcoin qui permet de l'avoir, et Ethereum, il n'y a aucune preuve que ça marche. Voilà, pour simplement, c'est fait. Merci. Est-ce que, du côté est-ce que l'Europe peut être l'entité qui permettra de réguler tout ça? Est-ce qu'il y a des réflexions sur le mauvais cholestérol que représente ChatGPT et les bitcoins, etc.? Oui, alors il y a des réflexions. Je parlais notamment de l'approche donnée qui, par exemple, pour ChatGPT est un premier point d'entrée, puisque vous savez qu'en Italie, il y a eu ce moratoire qui a été voté. Et donc, les autorités de régulation européennes peuvent se saisir de ce cas-là. Ils sont en train d'en discuter précisément sous l'angle protection des données, le fait que ChatGPT puisse écrire une histoire sur vous et que vous puissiez la faire effacer ou dire que ce n'est pas correct, ce type de choses. Donc, il n'y a pas une réflexion globale pour l'instant sur un peu binaire qu'on entend actuellement, ce que vous disiez en introduction. Chacun est devenu un spécialiste de beaucoup de sujets sans savoir grand-chose. Et pour l'instant, il y a une prudence parce qu'il y a aussi des capacités d'utilisation qu'on ne veut pas brider dans l'œuf. Mais l'angle des données personnelles, de la protection des données, c'est quelque chose dans lequel, au niveau de la législation européenne, il y a une grande expérience et les régulateurs européens travaillent très bien là-dessus. Après, effectivement, sur l'angle de la consommation et autres, effectivement, c'est des problématiques qu'on regarde d'une manière globale dans ce approche globale de l'intelligence artificielle qui est actuellement sur la table du législateur suite à la proposition de la Commission. Ils sont en train d'en discuter. Si j'ai bien compris, les discussions sont assez animées. En avril, on aura peut-être une première position du côté du Parlement, mais ce n'est pas garanti. Donc, voilà. C'est à voir ce que le co-législateur en fera à ce stade. Merci. Michel, est-ce que dans les études que tu as menées, tu as pu mesurer le poids du Bitcoin ou de ChatGPT? Alors, pas du tout. Ça, j'ai pas du tout accès avec les méthodes que j'ai mises en place. Donc, pour moi, c'est une grande question parce que, je veux dire, on lit tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, depuis le fait que ça ne consomme quasiment rien ou que c'est compté déjà dans le reste ou que ça consomme énormément. Pour moi, c'est une grosse question et je n'ai pas de solution simple. Je pense que c'est ce que je disais dans un des tout premiers slides que je mettais. Finalement, que consomme, quand on fait mouliner, par exemple, des ordinateurs ou des serveurs de façon vraiment très intense, combien ils consomment par rapport au fait qu'ils soient, j'allais dire, en veille. Voilà. Donc là, je suis simplement en consommation énergétique, encore une fois. Ensuite, il y a tout le problème. Alors, le transformer, par exemple, en quantité d'eau est une chose... voilà. Mais je voulais peut-être rebondir aussi un petit peu sur cette histoire de mauvais cholestérol et de bon cholestérol. À la limite, j'allais dire, au niveau personnel, je dis, bon, finalement, tant que je ne vois rien, tant que je ne suis pas malade, tant que je peux continuer à faire mes activités, où est le problème? Je peux en avoir, on dit qu'il est mauvais, bon, jusqu'au jour où effectivement j'ai un gros pépin, je me retrouve aux urgences, etc. Bon, pour le mettre du côté énergétique, en fait, qu'est-ce qu'on a comme levier pour pousser à consommer comme ceci ou comme cela, réduire sa consommation de numérique, par exemple, comme certains le demandent? En gros, pour moi, il y a une question aussi, et ça, c'est des choses qu'on pourrait vraiment mettre en œuvre, enfin, qu'on pourrait étudier déjà très finement, c'est quel est le modèle économique de tout ça. Qui paye quoi? Moi, je paye l'électricité pour mes équipements et ce qui est quand même dedans, c'est moins de la moitié à peu près de la consommation, déjà pour l'usage, et puis je paye mon forfait. Et ensuite, je fais une requête sur Google supplémentaire, il ne se passe rien. Donc, je ne vais pas me gêner. Sauf à m'expliquer. Enfin, voilà. Je trouve qu'en termes d'incitation, il y a extrêmement peu d'incitation, à part celle de dire faites attention. Mais c'est quoi faire attention? Voilà. Donc, je pense que du côté du modèle économique, et en particulier du modèle avec les forfaits, il y a une grosse question derrière. ChatGPT, c'est payant. Ça dépend quelle est la formule. Il y a une formule gratuite. Ça marche déjà pas mal. Je me suis inscrit, j'ai fait un certain nombre de choses. Oui. Voilà.
Bon. Merci. Et je n'ai aucune idée de combien ça a coûté, entre guillemets. Donc c'est de toute façon un sujet important qui va le rester encore pendant longtemps. Il y a beaucoup de travail à faire, tant pour mieux mesurer que pour essayer de contrôler un petit peu tout ça, tant au niveau européen qu'au niveau international. Je voulais revenir sur l'Inflation Reduction Act, qui est clairement contraire aux règles de l'OMC, mais ce sont les États-Unis, et les États-Unis s'en foutent complètement. Donc, est-ce que quelle réaction peut avoir l'Europe? Tu as souligné, Aurélie, qu'il y avait un virage au niveau européen permettant d'envisager un accompagnement du développement industriel. Moi, je vais faire preuve de mauvais esprit. Au niveau de Bruxelles, chasser le naturel, il reviendra au galop. Je crains que l'idéologie libérale de la direction de la concurrence, in fine, n'ait la peau de toutes ces mesures. Alors, je ne peux pas se mettre la parole d'abord. Ce n'est pas pour rien que j'ai mentionné les questions d'intégration verticale et de loi de concurrence, parce qu'en effet, on a là un sujet au cœur de la question de réindustrialisation. L'IRA, donc on a en effet une question difficile, et il y a des discussions sur les volontés politiques, et j'ai conclu là-dessus. Il y a déjà… Peut-être précise l'IRA, Inflation donc, Reduction Act, qui a été décidé par les États-Unis il y a un an les démocrates et les républicains. Et qui est une mesure protectionniste alors voilà, c'est donc qu'on n'a jamais vue. C'est 600 milliards d'euros, 400 sur la partie énergétique, et je vais détailler la partie énergétique. L'IRA permet donc pour les industriels qui s'installent aux États-Unis d'enlever les taxes liées au capex d'investissement de l'usine. Donc on enlève à la fois la question installation, mais aussi des baisses de coûts sur l'énergie. Donc, il y a des conditions extrêmement favorables en termes d'installation des gigafactories sur toutes les technologies solaires, pompe à chaleur, éolien, hydrogène, capture de carbone. Et puis, en parallèle, il y a un soutien à la demande sous forme de subventions à la demande, véhicules électriques par exemple, pour le consommateur, ou pour les parties prenantes, qui est conditionné, c'est là où c'est extrêmement puissant, au fait que le produit soit produit aux États-Unis par des Américains. Donc concrètement, le système tire à la fois, quand on regarde le pendant français avec la loi industrie verte qui a ses différents chapitres, il tire à la fois la question investissement privé, parce que vous avez une très belle visibilité sur la demande. Vous savez que la demande américaine va être importante, qu'elle va être dirigée vers des installations aux États-Unis, et que ces installations, en plus, vont être fortement aidées pour vous. Donc, on a un business model, un business plan qui est bon avec la ligne demande qui est bien soutenue. Et puis, c'est donc également extrêmement puissant en termes de compétences, parce que nous avons tous un problème de compétences pour renforcer, réenchanter les métiers scientifiques, technologiques et industriels. Et là, en tout cas, si vous ne faites pas en tant qu'industriel un effort massif pour embaucher des Américains pour faire vos produits, vous n'avez pas accès à la subvention à la demande. Donc, vous avez tout intérêt à aider les États-Unis à bâtir leur système d'éducation lié à la transition énergétique. Ce que nous, au niveau européen, on essaye de refaire avec des bouts de scotch sujet par sujet, avec en plus une discussion de fond, me semble-t-il, en tout cas moi dans les échanges que j'ai eus, donc je prendrai simplement les échanges que j'ai pu avoir avec des homologues d'autres pays, un constat de la gravité de l'IRA qui n'est pas totalement partagé. C'est-à-dire que nous, Français, nous considérons que c'est extrêmement grave et que ça menace notre réindustrialisation. Certains, peut-être parce qu'ils ont des enjeux considérés plus importants, ne considèrent pas l'IRA comme une agression absolue. Donc, il y a eu des tentatives de négociation avec les États-Unis pour considérer l'Europe comme une zone amie et considérer qu'il fallait que les industries européennes puissent bénéficier, comme le Canada semble l'avoir, d'être considéré comme une zone US qui pourrait bénéficier du soutien à la demande. Et pour l'instant, nos demandes ont été rejetées. Et donc, on se retrouve avec cette difficulté majeure. Là où on a considéré pendant longtemps que le fait de soutenir une demande, comme on l'a fait sur le photovoltaïque, entraînerait automatiquement l'industrialisation de l'Europe,
on constate très clairement qu'aujourd'hui, nous, on soutient la demande, mais on laisse notre marché ouvert aux 4 vents, accessible à tout le monde. Donc, quand on a soutenu la demande sur le photovoltaïque et qu'on n'a pas défendu notre industrie, parce qu'on a joué les règles de l'OMC, mais pas de l'équilibre mondial des relations, alors c'est finalement le dumping chinois qui a été exercé, qui a désindustrialisé l'Europe, parce que nous avions des industries sur le solaire et qui aujourd'hui a bénéficié d'un apprentissage important, à des très grands volumes, et donc la marge pour nous est d'autant plus grande. Merci. Je vais vous passer la parole, mais je vous signale une réponse de Jean-Claude André sur le chat. ChatGPT consomme 1 gigawattheure pour un apprentissage. Les inférences coûtent environ 2 ordres de grandeur de plus, donc 100 gigawattheures. Si l'on considère qu'il y aura plusieurs langageurs et que ceux-ci ont été développés en partie pour être intégrés à des moteurs de recherche, on arrive, en restant très conservatif, à une consommation annuelle largement au-delà du térawattheure. Google consomme 30 térawattheures actuellement. Donc, c'est un enjeu important. Peut-être sur l'IRA, pour bien compléter sur l'IRA, ça signifie l'IRA que demain, l'Europe, si elle garde les règles actuelles, et une fois que les États-Unis auront servi leurs besoins, aura plutôt des panneaux solaires américains que chinois. C'est-à-dire que le prix du panneau solaire américain après IRA est inférieur au moins de 30% au prix du panneau solaire chinois, ce qui a rendu notre marge pour être compétitif d'autant plus grande. Je vous passe la parole. Volontiers, surtout que vous m'avez tendu une perche avec la Direction générale de la concurrence. Ah oui, oui. Non, je crois qu'il faut revenir avec un peu de faits. Effectivement, il y a beaucoup de mythologie, surtout en matière européenne. Mais d'abord, rappeler, je l'ai mentionné précédemment, juillet 2020, quand même un moment important. Next Generation EU, 800 milliards de plans de résilience. Endettement commun au niveau européen. Et on met 800 milliards sur la table. Je ne parle pas du budget européen qui, par ailleurs, investit dans la recherche, etc., etc. Donc, effectivement, on parle notamment des 400 milliards, en particulier de l'IRA qui arrive en août 2022. Et là, une réaction IRA, j'aimerais dire, l'Europe a déjà démontré qu'elle avait pris un certain nombre, pris en compte notamment l'impact sur le bouleversement des chaînes de valeur du Covid, qu'elle avait vu les problèmes et qu'elle était capable de réagir, et notamment en mettant ça sur la table. Donc ça, je pense quand même que dans l'ordre des choses et du temps, c'est bon quand même de le rappeler. Deuxièmement, sous l'angle peut-être concurrence, puisqu'on a parlé des PIEC, je pense dans quel sens on met en français ou en anglais, mais, et d'autres choses. D'abord, le taux d'accord de demande en aide d'État ou autre est très fort. D'ailleurs, on l'a vu en Covid, hein, il y a plus de 300 milliards qui ont été validés illico et qui n'ont pas été utilisés d'ailleurs. Hein, pas tous, hein, très très peu en fait. Hein. Donc là aussi, un mythe qui doit tomber parce que, donc on l'a vu concrètement dans le Covid, dans le dernier Net Zero Industry Act de mars et autres, il y a à nouveau une prolongation du régime transitoire des validations des aides d'État qui a été entérinée, notamment pour aller plus vite, pour travailler sur les plafonds, mais c'est rarement des problèmes de plafond qu'il y a. Quant aux questions sur les délais, en fait, un temps de traitement classique d'aide d'État, on a des délais en 20 jours. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un traitement au niveau national avant aussi, dans tous les États membres. Donc, quand on fait le compte de la lenteur européenne, il faut remettre peut-être aussi chacun dans son rôle, et il n'y a pas qu'une lenteur européenne. Donc, je crois que les faits ont démontré, avec l'approche du régime d'aide d'État, ce qui a pu être accordé, l'endettement commun, les évaluations sur les PIEC, l'intervention systématique dès qu'il y a un gap de marché, que là, on est sorti d'un certain nombre de mythes et qu'il faut vraiment voir cette réalité. Après, est-ce qu'il faut d'autres évolutions? C'est-à-dire, on avance au fur et à mesure des besoins, mais le fait même qu'il y ait eu à la fois cette cartographie des besoins en termes d'autonomie, d'engagement des fonds pour développer un certain nombre de filières et définir des filières prioritaires avec des objectifs et mettre les moyens, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut aussi remettre dans la balance. Évidemment, on n'a pas ce pouvoir au niveau européen d'avoir ces crédits d'impôt, certes, mais il faut aussi voir ces 800 milliards plus le budget et cette réalité au niveau des aides. Merci. Richard, peut-être une dernière question. C'est une question très courte, mais sur les PIEC, j'avais vu une carte de l'Europe sur l'implantation des différents projets et j'avais été frappé par le vide qu'il y avait en France.
est-ce qu'il n'y a pas une spécificité française sur l'appropriation de cet outil, finalement, qui paraît plus utilisé par les Belges, les Hollandais, où là où on voit une densité de pièces considérable. Et puis en France, il y en a dans le Nord, et la France est un pays un peu vide sur les pièces. Par définition, les pièces sont là pour mutualiser. Donc effectivement, quelqu'un qui a un marché, un potentiel plus limité, aura peut-être une tendance plus naturelle à aller vers de la mutualisation, mais il y a quand même beaucoup de participation française à des pièces. Je ne sais pas si c'est plus qu'il y a quelques années, mais bon, en tout cas, c'est vrai, en matière d'hydrogène, en matière de batterie, en matière de beaucoup de développement, la France et de santé aussi, est bien là-dedans. Merci. Écoutez, il est 18h30, donc je pense qu'il faut qu'on arrête la séance. Je regrette qu'on n'ait pas parlé du bon cholestérol, parce que c'est quand même le côté positif quand même des choses. Gérard Rouquayrol en a parlé au début. Dans le débat, c'est pas trop sorti, c'est plutôt le mauvais cholestérol qui est ressorti. Mais je vous renvoie de toute façon à la demi-douzaine d'articles dans la Revue des Annales qui traitent de ce sujet. Et Grégoire, je te passe peut-être la parole pour conclure. Merci. Pour nous, ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est qu'il y a un grand nombre de sujets qui sont en développement. On a vu apparaître le métaverse à un moment donné, on a vu tout ce qui concerne les crypto-monnaies, mais aussi du côté des économies d'énergie, tout ce qui est ville intelligente, tout ce qui est applications utiles de la 5G qui pourront également participer de cet enjeu. Comme je l'ai dit en début, nous avons régulièrement des réunions de ce genre, et le prochain numéro des Annales sera sur l'automobile, qui est elle aussi consacrée à un sujet environnemental majeur, puisqu'elle fait face à une mutation absolument essentielle. Donc ça, c'est le numéro de mai. Et puis le numéro de juin sera sur les mondes virtuels, ce qui est un sujet finalement pas très loin de celui que nous venons d'aborder, et de voir comment est-ce qu'il se développe. Voilà, je vous invite donc à les lire lorsqu'ils paraîtront, et puis bien entendu à lire le numéro d'avril pour ceux qui ne l'ont pas fait déjà. Et je remercie les participants pour leurs exposés, et puis tous ceux qui ont posé des questions également pour la qualité de leur questionnement. Merci bien et bonne soirée. Merci.